Le maté, la boisson nationale des Argentins. Le maté est fabriqué à partir des feuilles et des brindilles d'un arbre appelé yerba maté. Cette plante est un véritable symbole d'appartenance à la communauté. J'aime ce pays. J'aime le maté. C'est aussi argentin que les gauchos et les indigènes. On commence enfin à reconnaître les qualités du maté. Au pays des gauchos, une vie sans maté est inconcevable. L'Argentine produit pas moins de 270 000 tonnes de maté par an. La récolte est un travail de titan. Quel est le secret de cette boisson qui fait partie de la culture des Amérindiens depuis des siècles? L'aube se lève à l'Estancia Santa Cecilia, une ferme de la province de Misiones dans le nord de l'Argentine. Sergio Lescano et Julio Pucheta enveloppent leurs jambes de tissu épais pour se protéger de la sueur de leur cheval. Ils attachent leurs éperons par-dessus. Et ensuite, ils prennent leur petit déjeuner. Le matin, le maté pour moi c'est fondamental. Je dois en boire 1 ou 2 bols sans quoi je suis de mauvaise humeur. J'ai des maux de tête, je me fâche pour un rien. Il faut donc que je boive 1 ou 2 bols de maté le matin. Et puis ça m'incite à me lever tôt. J'ai beaucoup de mal à me lever tôt. Avant d'entamer la journée de travail, un des gauchos rassemble les chevaux qui ont passé la nuit en liberté dans la prairie. C'est le tropillero qui est chargé de cette opération. Cette semaine, c'est Sergio qui fait office de tropillero. J'aime tout de la vie à la campagne, aussi bien réparer les clôtures que faire les tournées de surveillance. Je suis né ici, j'ai grandi ici, et c'est ici que je vais mourir. Voilà ma vie. La vie à la campagne représente tout pour moi. Sans cheval, tu es paumé dans les prairies. C'est notre outil de travail le plus important. Tu dois prendre bien soin de ton cheval, tu dois le traiter comme un être humain. Tu dois l'aimer et le respecter. Tu dois surtout bien connaître le cheval avec lequel tu travailles. Tu dois sentir quand il va mal, quand il est malade ou triste. Le cheval est très important pour moi. Après que Sergio ait rassemblé et ramené les chevaux au bercail, chaque gaucho s'en choisit un. La journée de travail peut commencer. Le village Ruiz de Montoya, à une centaine de kilomètres de l'Estancia Santa Cecilia. Il a été fondé en 1921 par des immigrants suisses, allemands et brésiliens. Le village abrite une prestigieuse école d'agriculture, l'Instituto Linnea Cuchilla.
Elle accueille 430 élèves et elle est financée par l'État argentin et par l'Église évangélique suisse. Natalia Pintaluba est sortie diplômée de cette école réputée. L'Instituto Linea Cuchilla, je m'y sens comme chez moi. C'est ma famille, pour ainsi dire. Ma mère et mon père ont également étudié et travaillé ici. À présent, c'est moi qui enseigne et j'en suis très fière. Je me sens dans ma famille ici. Comme vous le savez tous, nos ancêtres ont trouvé cette plante en pleine forêt vierge. Et ils ont découvert qu'en cuisant les feuilles de yerba mate, ils obtenaient une boisson énergisante. Ils utilisaient même ces feuilles comme monnaie d'échange. Pour eux, c'était comme un cadeau de Dieu. À Misiones, le maté est tellement ancré dans la culture que les élèves peuvent en boire pendant les cours. Des études ont démontré que le maté favorisait la concentration et un comportement exemplaire à l'école. L'utilisation par les élèves de la même bombilla, la paille métallique, fait partie du rituel. Les millions de personnes qui boivent du maté en Argentine, Uruguay, Paraguay et dans le sud du Brésil n'auraient jamais l'idée de changer de paille ou d'utiliser une paille personnelle. Quand tu es enfant, tu observes les adultes et tu trouves que ça leur donne une sorte d'autorité de boire du maté. Donc, quand j'étais petite, je voulais en boire moi aussi. Quand je voyais mon père et ma mère boire le maté, ça leur donnait un air important. Je me souviens de ce que mon père m'a dit quand j'avais 10 ans. Tu seras un homme le jour où tu ressentiras le besoin de t'installer pour te préparer un maté et le boire seul. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Boire du maté, c'est une tradition. C'est transmis de génération en génération. Le maté est une infusion à base de feuilles et de brindilles de yerba maté, un arbre qui peut atteindre une vingtaine de mètres de hauteur. Au XVIe siècle, lorsque les conquistadors sont arrivés au Paraguay, ils ont découvert que les indigènes dégustaient un breuvage aux feuilles vertes qui leur donnait de la vigueur. Considérant que ces feuilles étaient suspectes, l'Église en interdit l'utilisation pendant plusieurs années, sans réussir toutefois à se faire vraiment respecter. Aujourd'hui, le médecin de campagne, Javier Ayara, est chargé par la municipalité de Ruiz de Montoya de prendre en charge plusieurs villages Mbia, un peuple indigène proche des Guaranis. Cette année, j'ai appris énormément de choses. La culture occidentale a tendance à atténuer la douleur et la souffrance, alors que les indigènes, eux, les intègrent dans leur vie. Ils considèrent la souffrance comme faisant partie de la vie, tout comme la mort. Quand j'ai commencé mes études de médecine, on m'a appris à prolonger la vie, à combattre la mort et la maladie. Pour les indigènes, la maladie fait partie de la vie. Une maladie est une source d'apprentissage pour le malade et les autres. Ce sont eux qui m'ont appris ça. Je suis maintenant convaincu qu'ils ont raison. Le docteur Javier est accueilli par Hilario Acosta, le chef de ce village qui compte 48 familles, dont 71 enfants. À chacune de ses visites, Javier reçoit un accueil des plus chaleureux de la part des enfants. Tous veulent l'aider à décharger les médicaments. Les Mbia confèrent une place importante à la spiritualité qui privilégie une vie communautaire harmonieuse. Il y a quelques décennies encore, les Mbia menaient une vie semi-nomade dans la forêt vierge. Aujourd'hui, ils sont sédentaires. Le village a la chance de disposer d'une infirmerie.
Ça fait combien de jours qu'il a mal? Desiderio Acosta est responsable de la santé au village. C'est lui qui assure la traduction. Elle dit depuis 2 jours. 2 jours. Cet enfant souffre d'une bronchite aiguë. Mon travail est très complexe et il m'apporte pas mal de désillusions. Il m'arrive de vouloir tout arrêter, de vouloir faire autre chose. Mais chaque fois que je rends une visite dans un village indigène, je retrouve une force nouvelle pour continuer. Ici, je peux vraiment aider les gens. Donne-lui une cuillère remplie jusqu'à la ligne rouge, 3 fois par jour. Le docteur Javier prescrit un antibiotique. 3 fois par jour. À vrai dire, j'ai trouvé une grande satisfaction en travaillant pour ces communautés. J'aurais bien du mal à travailler dans un hôpital ou dans une ville. Quand je suis arrivé dans la région, j'ai pris la décision de ne plus me référer à tout ce qu'on m'avait appris comme étant une vérité incontournable. Je voulais écouter les indigènes. Je voulais savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils connaissaient. Je ne voulais pas d'emblée remettre en doute leur savoir. Je voulais les écouter et développer un regard nouveau sur la santé. Hilario, âgé de 52 ans, est chef du village de Tacuapi depuis 17 ans. Il est notamment chargé de résoudre les conflits et de gérer les échanges avec les Blancs. Hilario et le docteur Javier sont devenus amis. Les 2 hommes aiment discuter ensemble et partager leur expérience tout en partageant un bol de maté. Tu as versé quoi dans le maté? De l'écorce de bois d'un arbre appelé guayachimbo. Pour quelle raison? C'est contre les parasites. Vous faites toujours comme ça? Oui. Vous ne buvez pas juste l'infusion de maté? Non, on ajoute toujours quelque chose. Pour les enfants, on ajoute cette écorce dans du thé normal, pas dans du maté. Les adultes boivent donc cette écorce avec le maté? Oui, les adultes en boivent avec le maté. Tu te souviens comment on se procurait des feuilles de yerba maté autrefois, avant qu'on puisse en acheter dans les boutiques? Mon grand-père et mon père me racontaient souvent qu'ils récoltaient des feuilles de yerba maté dans la forêt. Ils s'enfonçaient de 1 à 2 kilomètres dans la forêt, ils arrachaient des branches, puis ils enlevaient les feuilles. Ensuite, ils allumaient un feu et séchaient les feuilles sur place, À l'endroit même où ils les avaient cueillies? au même endroit. Après le séchage, ils écrasaient les feuilles avec un bâton avant de les ramener chez eux. Et c'est ça qu'ils buvaient? Oui. Tu me passes le maté? Les aïeux d'Hilario devaient se rendre au plus profond de la forêt vierge pour récolter des feuilles de yerba maté. En 1767, quand les jésuites ont été refoulés d'Amérique du Sud, ils ont emporté avec eux le secret de la culture du yerba maté. Et pendant plusieurs siècles, personne ne savait comment faire germer les graines très dures de cet arbre. Les premières grandes plantations de yerba maté ont vu le jour au début du XXe siècle. Aujourd'hui, elles couvrent d'immenses surfaces. Autrefois, les ouvriers agricoles, toujours des indigènes, devaient faire plusieurs kilomètres dans la forêt pour trouver et récolter les précieuses feuilles. Ce travail était si pénible qu'un grand nombre d'indigènes y ont succombé. Les feuilles se vendaient alors très cher. Durant des siècles, les feuilles de maté ont été surnommées l'or vert des indios. Pour comprendre comment le secret de la germination des graines de cet arbre a été dévoilé, il faut accomplir un voyage de 800 km. Depuis Ruiz de Montoya en Argentine, où vivent les Umbia, jusque dans la province de San Pedro au Paraguay.
Klaus Neumann est psychologue et producteur de maté. Il est l'arrière-petit-fils de Fritz Neumann, un Allemand qui s'est installé en 1888 au Paraguay et qui a littéralement révolutionné l'histoire du yerba maté au début du XXe siècle. Mon arrière-grand-père a découvert que le yerba maté poussait dans des endroits habités par certaines espèces d'oiseaux. Il a observé que les graines passaient par le système intestinal de ces oiseaux, que c'est ceux-là qui les ramollissaient et leur permettaient de germer. C'est ce que nous reproduisons aujourd'hui. On ramollit les graines en les plongeant plusieurs jours dans l'eau. Quand le tégument s'est détaché, on nettoie les graines et on peut ensuite les mettre en terre. Je dispose les graines dans ces troncs de cocotiers. Je les recouvre de terre et je les arrose chaque jour pendant 3 mois. Avec un peu de chance, les graines donneront des plants de yerba maté. Espérons que ça marche. Si les graines du yerba maté peuvent être facilement plantées aujourd'hui par Klaus et Paloma, son collègue de longue date, et par la puissante industrie du maté, c'est donc bien grâce à l'arrivée en 1888 au Paraguay de Fritz Emil Neumann, l'arrière-grand-père de Klaus. Pour stimuler l'agriculture, le gouvernement paraguayen a jadis offert d'immenses propriétés terriennes aux migrants européens. Lorsque Fritz et son frère Otto sont arrivés de Wrocław, il existait 7 colonies allemandes. Les 2 frères se sont installés à Nueva Germania. Nueva Germania, c'est le lieu où j'ai vécu toute mon enfance. Je suis né ici. On avait beau habiter dans un endroit très isolé, on n'avait pas l'électricité à l'époque, ni les autres facilités qui existent aujourd'hui. Je peux dire qu'on a eu une très belle enfance. En 1901, 14 ans après la fondation de Nueva Germania, la communauté comptait 83 Allemands, 6 Germano-Brésiliens et 45 Paraguayens. Les indices de l'origine allemande de Nueva Germania sont encore très présents. Quand on était enfant, on parlait uniquement allemand. Ma grand-mère était originaire de Dresde. Elle était enseignante. Elle nous a appris beaucoup de chansons allemandes qu'on chantait avec elle. Avec notre grand-mère, on parlait presque uniquement l'allemand. Les autres villageois parlaient le plus souvent le guarani, la langue des indigènes. Et avec notre institutrice, on parlait espagnol. On habitait ici, au coin. C'était la maison de mes parents et de mes grands-parents. Et là, derrière, on aperçoit une vieille remise en bois. C'était la remise à yerba de mon père. À droite, ici. Sur ce terrain, il y avait autrefois la maison d'Elisabeth Nietzsche et de Bernard Förster. Il n'en reste plus rien. Mais quand on monte depuis la rivière, c'est là que se dressait la maison Förster. L'histoire de Nueva Germania a aussi un côté sombre. La colonie fut fondée en 1887 par Bernard Förster, un antisémite notoire, et son épouse Elisabeth Nietzsche, sœur du philosophe Friedrich Nietzsche. Pendant 2 ans, Förster a cherché au Paraguay un endroit pour protéger la race aryenne des influences russes, juives et étrangères. Il a voulu créer la colonie Nueva Germania, loin de toute civilisation. Il fallait faire 8 jours de bateau pour se rendre à Asunción, la capitale du Paraguay. Les familles d'ouvriers, la plupart venues de la Saxe pour fuir la misère, ont eu bien du mal à se faire aux conditions de vie sud-américaines. Nueva Germania, frappée par la famine et la pauvreté, fut progressivement désertée et tomba rapidement dans l'oubli. En 1889, Förster se suicida au Paraguay. Son épouse retourna en Allemagne et s'occupa de la gestion des écrits de son frère philosophe Friedrich Nietzsche.
Nueva Germania a repris vie grâce aux recherches faites par le grand-père de Klaus Neumann. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi mes parents n'étaient pas retournés en Allemagne. Mais quand je pense à tous les efforts qu'ils ont consentis, quand je repense que c'est à cet endroit précis que mon arrière-grand-père a lancé l'industrie du maté grâce à son inventivité et à son travail, alors je suis très fier de lui. L'arrière-grand-père de Klaus a vu germer ses premières graines de maté en 1896. 5 ans plus tard, il faisait sa première récolte. Par la suite, les plantations de yerba maté se sont répandues dans toute la région et jusqu'en Argentine. De nos jours, l'Argentine compte à elle seule 170 000 hectares de plantations de yerba maté. Des milliers de producteurs vivent du maté. Aujourd'hui, certains sont venus à Ruiz de Montoya pour suivre une formation dispensée par Néstor Munareto, spécialiste des plantations de yerba maté. Le gouvernement le paye pour enseigner les nouvelles techniques de culture. On doit offrir la meilleure formation possible aux tailleurs. Ce sont eux qui coupent les branches de nos yerba maté. Il faut leur donner de très bons outils. Ils devraient uniquement s'occuper de la taille des arbres. Le yerba maté est un arbre à feuilles persistantes. C'est le même arbre qui nous nourrira l'année d'après. On ne peut pas le remplacer par une autre plante. Chaque arbre nous nourrit pendant de nombreuses années. Néstor Munareto a voué sa vie au développement d'une culture plus efficace et plus durable. Il a mis au point de nouvelles techniques de plantation et de coupe. Le travail de Néstor est d'autant plus important que trop de cultivateurs travaillent encore avec des techniques dépassées qu'ils ont reprises de leurs parents et grands-parents. Pour moi, le yerba maté, ça représente tout. Cette plante m'a nourri, elle m'a permis de faire mes études, elle m'a donné mes parents, ma famille. Je répète souvent que le jour où je serai enterré, je veux une feuille de yerba maté sur mon cercueil. Ça m'émeut tellement. J'adore cette terre. J'adore les feuilles de yerba maté qu'on allait cueillir en pleine forêt. Elles font partie de notre identité comme les gauchos et les indigènes. On commence enfin à reconnaître les qualités de cette plante. Néstor et Natalia ne dispensent pas seulement des formations. Ils rendent aussi visite à des producteurs pour s'informer sur place et pour les aider à résoudre des problèmes. Il est sûrement ici dans le coin. Je crois qu'ils sont là-bas derrière. Regarde, regarde ces bourgeons. Ils ne sont sûrement pas encore passés ici. Voilà Robin. Salut Robin. Comment tu vas? Tout se passe bien? Salut, comment ça va? Tu travailles? Ça va? Très bien. On taille les arbres. Tu as commencé cette parcelle aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. On a commencé de ce côté-ci. Tu coupes combien par jour avec ta scie électrique? J'arrive à 3000 kilos par jour. 3000 kilos? Oui. Toi seul? Oui, Fantastique, la scie électrique. ça m'aide énormément. Fantastique. On avance bien comme ça. Je suis né et j'ai grandi dans le village de Ruiz de Montoya. Je devais avoir 10 ou 12 ans quand j'ai commencé à suivre mon père pour apprendre comment le travail se faisait ici. Je l'aidais à planter les plants et à récolter les feuilles. Il me laissait conduire le tracteur et je l'aidais à transporter les feuilles de maté à la coopérative pour les faire sécher. Ce travail demande une longue expérience. Si tu n'as pas grandi avec ça, tu ne peux pas gagner ta vie, car tu ne peux pas récolter suffisamment de kilos par jour.
Bien que Robin soit le propriétaire de la plantation, il participe tous les jours à la récolte. Comme tous les producteurs, il engage des tareferos. Sans ces journaliers, il serait incapable de couper les branches et de récolter les feuilles de tous ces arbres, car la plus grande partie du travail se fait à la main. L'Argentine compte 15 000 tareferos. La plupart sont très mal payés. On est très reconnaissant de trouver des gens qui veulent nous aider. Les jeunes ne veulent pas faire ce travail. C'est bien trop dur. On est tout mouillé, il fait souvent très froid, ou bien on travaille toute la journée sous un soleil de plomb. On prend bien soin de nos ouvriers parce qu'on en a grandement besoin. Les branches de yerba maté sont liées et mises dans des sacs avant d'être pesées. Les ouvriers sont payés au kilo de branches coupées. Un jeune ouvrier qui travaille 9 heures d'affilée peut se faire 30 € par jour. C'est à qui? Fabio? Fabio. 100. Tu peux déposer le sac. En fin de journée, les sacs sont chargés à bord d'un camion. Un sac pèse 80 à 100 kilos. Aujourd'hui, les ouvriers de la plantation de Robin ont coupé 4 tonnes de feuilles de yerba maté. Mon rêve, c'est de garder ma plantation et de la faire grandir en faisant pousser les nouveaux plants. J'aimerais aussi modifier le chargement et le transport afin que tout soit mécanisé. Ce travail est très pénible pour les ouvriers et dangereux aussi. Si c'est possible, j'aimerais aussi mécaniser la récolte pour que le travail soit moins dur pour mes gars et pour moi. Plusieurs producteurs ont déjà effectué ces changements. Ajouter une grue sur un camion revient à 1 500 €, ce qui est bien trop cher pour la plupart. Un producteur de yerba maté gagne en moyenne 10 à 15 000 € par an. C'est bien pour nous, les ouvriers agricoles. On ne doit plus porter autant de kilos. On travaille main dans la main, on s'entraide beaucoup. Et puis maintenant, les sacs remplis de feuilles de yerba maté partent en voiture, et plus à pied comme avant. Les risques de blessures ont beaucoup diminué. Retour à l'Estancia Santa Cecilia. Les gauchos se préparent à marquer les veaux au fer rouge. Ça ne m'impressionne pas, ça va très vite. Plus tu le fais lentement, plus les bêtes souffrent. Plus tu vas vite, moins elles souffrent. Tu te dis parfois, pauvre animal, mais le boulot est vite fait. Une fois la tâche finie, Paco, le père de Sergio, prépare un savoureux déjeuner dans la plus pure tradition des gauchos. Cordero a la estaca, de l'agneau à la broche. Le soir tombe sur Ruiz de Montoya. La récolte de Robin rejoint la coopérative. Les producteurs de yerba maté font le plus souvent partie d'une coopérative. L'Argentine en compte une 50aine. Pendant la saison des récoltes, d'avril à septembre, les livraisons de feuilles sont quotidiennes. La coopérative de Robin transporte chaque année 6000 tonnes de biomasse. Pour 1 kilo de maté, il faut 3 kilos de feuilles brutes.
Ces dernières perdent 2/3 de leur poids pendant le séchage. À San Pedro, au Paraguay, dans la ferme de Klaus Neumann, 2000 kilos de feuilles brutes viennent d'être acheminées. Le séchage se fait à l'ancienne, c'est-à-dire directement au-dessus du feu. Ce processus s'appelle sapecado. Sapeka. Ça, en guarani, veut dire œil. L'origine étymologique est sapea, ouvrir l'œil. Dans les feuilles, il y a comme de petites poches remplies d'eau. Dès qu'elles entrent en contact avec le feu, elles éclatent. On entend ce bruit typique. C'est ça le sapecado. Après le sapecado, les feuilles sont étendues sur une surface en bois où elles continuent de sécher à l'aide d'une chaleur indirecte pendant 12 à 15 heures. Ensuite, les feuilles et les brindilles sont broyées, puis conditionnées dans des sacs en toile. On sèche et on broie les feuilles comme il y a 60, 70, 80 ans. Nous pensons que cela donne une saveur spéciale au maté du Nord. « 500 km au sud-est de San Pedro Icuyamandiyo, les chutes d'Iguaçu, à la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Spectacle naturel grandiose composé de 20 grandes chutes et de 255 petites. Iguaçu s'étire sur une largeur de près de 3 km. Le cuisinier Gunther Moros et la sommelière Carla Johan Lorenzo sont tous deux originaires de la province de Misiones, où l'on cultive du yerba mate. Ils aiment leur région et en particulier le joyau que sont les cataratas, comme on appelle les chutes en espagnol. Gunther a invité Carla pour lui faire goûter les nouvelles recettes à base de maté qu'il vient de créer. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, de travailler à l'étranger. Quand je suis revenu m'installer dans ma province, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose de ma culture, de la région ici. On va déguster les célèbres gnocchis. Les célèbres gnocchis de manioc au maté soluble. Très bien. On en a souvent parlé. C'est vrai. Une purée de manioc. Parfait. On ajoute du poivre et l'ingrédient incontournable dont nous venons de parler. Le maté soluble. Parfait. 2 cuillères à soupe. J'ai fait des recherches, j'ai parlé avec les personnes âgées de ma famille et d'autres familles, et j'ai trouvé des recettes que j'ai réadaptées. Un jour, j'ai décidé d'ajouter du maté, et ça m'a plu. Ça passait très bien avec les plats de viande. Ensuite, j'ai mis du maté dans les amuse-gueules, les entrées et les desserts. J'ai expérimenté pas mal de choses. Le maté apporte une certaine finesse, et ceux qui ne le connaissent pas aiment bien cette touche insolite. Gunther n'a pas seulement préparé des gnocchis, mais aussi des lanières de porc laquées au sirop de maté et une crème brûlée au maté que Carla meurt d'envie de déguster. Je peux enfin goûter. Je t'en prie. Les gnocchis au maté me font très envie. Alors, c'est bon? C'est délicieux. Délicieux. J'aime la texture du beurre et la façon dont il adoucit la sauce. La saveur amère du maté s'associe à merveille avec le manioc. C'est parfait. Il ne manque rien du tout. 300 km au sud d'Iguaçu, à Posadas, capitale de la province de Misiones. Miguel Schmalko est un scientifique qui étudie le maté depuis 40 ans.
Avec son assistante Anna Eugeniatea, il mesure la teneur en polyphénol dans les échantillons de maté qui ont été stockés pendant des périodes plus ou moins longues. Les polyphénols sont des composés chimiques végétaux dont les propriétés antioxydantes sont excellentes pour la santé. Plus il y a de polyphénol dans un échantillon, mieux c'est. Lors de la fabrication du maté, les feuilles sont soumises à très haute température. Le sapecado, le séchage ainsi que le stockage peuvent éliminer une bonne partie des polyphénols ou les transformer. Nos recherches permettent d'établir la variation de la teneur en polyphénol pendant le stockage. Lors d'un stockage naturel, Oui. 0, 6, 18. Pour le stockage de courte durée, la teneur en polyphénol est plus élevée que pour des stockages de longue durée. Cela signifie que la durée du stockage a un impact sur la décomposition des polyphénols. Le maté stocké de façon naturelle contient moins de polyphénol que le maté stocké dans des séchoirs qui accélèrent le séchage. Plus le stockage est court, mieux c'est. Miguel Schmalko précise tout de même que le maté est toujours bon pour la santé. Ceux qui consomment du maté diminuent le risque d'avoir du diabète, des problèmes circulatoires ou le cancer. Il est scientifiquement prouvé que le maté prévient ces maladies. Il y a eu 230 publications sur le sujet au cours des dernières années dans différents pays. Miguel Schmalko se réfère aussi à son expérience. Je bois 5 thermos de maté par jour. Jusqu'ici, je n'ai eu aucun souci de santé. Les Argentins sont intarissables sur la façon de préparer le maté. Et ils en parlent avec autant de passion que lorsqu'ils discutent de la composition de l'équipe nationale de football. En règle générale, le bol est rempli à moitié de maté. Ensuite, la bombilla, la paille métallique, est introduite de biais et l'eau chaude de 70 à 90 degrés est versée le long de la bombilla. Ce n'est pas simple d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais bu du maté ce qu'on ressent en le buvant. Mais la plupart de ceux qui y goûtent deviennent accros. Le maté ne rend pas du tout dépendant. Pas d'un point de vue médical en tout cas. Ceux qui en apprécient la saveur ne peuvent plus s'en passer. Un jour, j'ai pris la décision de ne plus vivre en ville. Je ne pouvais pas y exercer mon métier de médecin de façon satisfaisante. Je me suis dit, basta, je vis ma vie au jour le jour, peu importe de quoi demain sera fait. Si ce que je fais au quotidien ne me satisfait plus, je ne veux plus le faire. Après cette décision, la vie m'a conduit ici. Quand je fais le bilan, je me dis que ce que je fais ici est juste. À un moment, il faut se demander ce qu'on veut faire dans la vie, même si ce n'est pas facile. Ensuite, il faut le faire. Retour à l'Estancia Santa Cecilia. Ici, c'est la météo qui décide du rythme de la vie. Quand il pleut, on fabrique des objets en cuir. Comme il fait humide, le cuir est plus souple et donc plus facile à travailler.
Alejandro est le benjamin de la famille Lescano. Il n'a que 14 ans. Pourtant, les divers travaux de l'estancia n'ont plus de secret pour lui. Même pour servir le maté, il s'y prend en expert. Il observe jour après jour ses aînés pour intégrer tout ce qu'un adulte doit maîtriser à la ferme. Je tresse un lasso avec 4 lanières de cuir. On s'en sert notamment pour immobiliser les veaux. J'ai appris ça en observant les autres. Ensuite, mon père m'a appris à couper les lanières pour en faire un lasso. Pour nous, c'est important de savoir comment travailler le cuir, comment le couper tout droit, et aussi comment couper les lanières à la bonne largeur pour faire un lasso. Quand on tire dessus, le lasso devient encore plus fin. Apprendre en observant, sans parler beaucoup, au rythme de la campagne. Un jour, quand il pleuvra, ce sera au tour du jeune Alejandro de couper les lanières de cuir. Retour chez les Mbia, la communauté indigène. Le docteur Javier, le chef Hilario et des jeunes vont participer à la cérémonie la plus importante de l'année. Aujourd'hui, les nouveau-nés et les bébés vont recevoir leur nom. Chez les Mbia, ce ne sont pas les parents qui donnent un nom à leurs enfants. Cette tâche est confiée au chaman, l'Opigua. Les noms lui sont suggérés par un dieu. Mais avant, il faut cueillir des feuilles de yerba maté dans la forêt. Seuls les hommes ont le droit d'effectuer cette cueillette spéciale. Pour les Mbia, le nom est crucial. Ils sont convaincus que ceux qui ne portent pas le nom adéquat tombent malades ou peuvent mourir prématurément. Desiderio, le fils du chef Hilario, a récemment reçu un nouveau nom. Je ne me sentais plus comme avant. J'avais plus envie de me lever, ni d'aller au travail. J'étais très nerveux aussi. Je voulais me suicider. J'étais malheureux. On a décidé de consulter notre chaman. Il nous a conseillé d'organiser une nouvelle cérémonie pour moi. Et le chaman a changé mon nom. Le lendemain, quand je me suis levé, j'ai senti un changement dans ma vie. J'avais l'impression d'être une autre personne. Ce soir, 4 garçonnets vont recevoir leur prénom. La cérémonie a lieu dans l'Opig, un espace qui ne compte aucun clou ni aucune pièce métallique. Chaque branche de yerba maté sur laquelle le chaman souffle la fumée du tabac représente un des garçonnets. Dès que le dieu lui a suggéré un nom, le chaman le révèle à l'enfant désigné, et ainsi pour les 3 autres. Retour au Paraguay,
à San Pedro de Icuyamandiyu, auprès de Klaus Neumann, le producteur de maté. Après avoir été stockées une année entière, les feuilles et les brindilles de yerba maté sont prêtes pour l'étape suivante. Comment ça va? Ça a l'air bon. Il a une bien belle couleur. Pour le mélange, Klaus s'en remet à Paloma, son partenaire de longue date. Paloma est indispensable. Comme le stockage est long, la saveur varie d'une récolte à l'autre. Les différences peuvent être très importantes. Certains sacs ont plus de tiges que d'autres, ou un mélange plus fort que d'autres. Paloma, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille avec nous. C'est lui qui assure la constance de la saveur de notre maté. Après avoir équilibré la saveur en mélangeant différents sacs, les hommes versent le mélange dans cette machine. Le tout passe dans un tamis qui retient les plus grosses tiges qui ne doivent pas être broyées. Le maté traditionnel est ensuite conditionné dans des sacs de toile. La société familiale de Klaus produit chaque année 350 tonnes de maté. Son maté est surtout vendu à San Pedro, mais il compte aussi de fidèles clients dans tout le Paraguay. Il y a quelques années, la société était gérée par le père de Klaus. Après le décès de sa mère puis de son père, Klaus a repris les rênes. Là, il me reste encore quelques années à travailler. Je ne m'imagine pas du tout faire autre chose. J'aime voir pousser les plants de yerba maté. Ce que j'aime aussi, c'est voir la transformation de ces feuilles. On crée de la plus-value sans artifice. Ça n'a rien à voir avec de la spéculation. On achète pour 2, on revend pour 3. Créer à partir d'un produit de la terre procure une satisfaction très particulière, pour moi en tout cas. C'est sans artifice, c'est positif. Je pense que mon père et ma mère seraient très contents de savoir que leur entreprise existe toujours. J'espère que l'un de mes 3 enfants s'intéressera à l'affaire. Je l'espère. On fait ça depuis 130 ans. Pourquoi ne pas continuer au moins jusqu'à 150 ans? Le maté, ça me ramène directement à mes racines, à nos racines à tous. Pour moi, c'est un symbole d'appartenance. Ça fait partie de nous. Nous sommes de misiones. On doit prendre soin de cette culture. On doit apprendre à transmettre l'importance que cette plante a pour nous. Voilà tout ce que le yerba maté évoque pour moi. J'aimerais que les futurs cultivateurs que vous allez devenir apprennent à aimer et à respecter cette plante, et surtout à bien la traiter. Le yerba maté est une espèce végétale très noble. Natalia est bien décidée à transmettre l'amour qu'elle éprouve pour sa région et pour cette plante si noble. Se verrait-elle faire autre chose? La réponse est claire et nette. Non, j'en suis incapable. Je n'y pense même pas. J'ai choisi ce travail. J'aime ce que je fais. J'en parlerai encore longtemps après avoir pris ma retraite.
La vie dans les prairies, c'est une passion pour nous. C'est tellement beau de voir les animaux en troupeau, de les amener d'un endroit à un autre. Parfois, on se réunit avec les gauchos d'autres estancias. On a toujours un tas de choses à se raconter. Cela fait des siècles que le rituel du maté se répète jour après jour. Des siècles que l'infusion amère des feuilles moulues de yerba maté est bue en famille, entre amis, avec des inconnus ou seuls. Et quand un adolescent éprouve le besoin de boire un maté seul, ce jour-là, il sait qu'il est devenu un homme.